Alors bonjour à tous. Alors je vais faire un live vraiment, enfin je vais essayer de condenser le live pour qu'il soit le plus rapide possible. Parce que s'il y a tellement de choses à raconter sur la médiumnité que je vais essayer de la condenser en très peu de temps. Alors déjà, on va revenir à la définition d'un médium. Qu'est-ce qu'un médium? C'est une personne qui a la faculté d'entrer en contact avec les défunts, bien évidemment, mais c'est aussi d'un point de vue parapsychologique et scientifique, on appelle ça une personne qui est capable d'être possédée psychiquement et physiquement. Pourquoi? Lorsqu'on parle de possession psychique, c'est évidemment la transmission d'images mentales, la transmission d'informations que l'on perçoit et qu'on forcément par moment on ne veut pas, par moment on n'a pas du tout envie que il y a des jours on n'a aucune envie d'être comment ça s'appelle, on n'a pas envie d'être réceptif, il y a des jours on a envie d'être tranquille, mais en fait ces informations viennent d'une manière non contrôlable. C'est bien pour ça qu'on appelle ça la possession psychique. Ce sont des informations, des communications qui ne sont pas souhaitées, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps on n'a pas envie, mais ça vient quand même. Évidemment, on ne va pas rentrer dans le débat, la médiumnité professionnelle ou pas professionnelle, ce genre de choses. Pour moi, c'est à côté. Et lorsqu'on parle de possession physique, c'est évidemment l'incorporation. Il faut savoir qu'il y a par exemple les médiums, euh, je crois que c'est les médiums mécaniques, mais ça, on ne va pas vraiment en parler. C'est un petit peu à part parce que tous les médiums sont plus ou moins la capacité de le faire. Ce sont les médiums qui sont capables, les somnambules aussi sont capables de le faire. Ce sont des médiums qui peuvent se mettre en état de transe afin d'obtenir des communications. Donc en fait voilà. Mais dans ces communications, il y a ce qu'on appelle les sorties astrales. Et il y a aussi l'incorporation pour ceux qui pratiquent l'écriture automatique. Il faut savoir que contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas je prends la main, elle écrit toute seule, non. C'est je me mets en état de transe pour que l'esprit intègre le corps afin d'écrire à notre place, afin de prendre le timbre de la voix pour dire par exemple des messages vocaux et non des messages écrits. C'est ce qu'on appelle l'incorporation. Donc voilà. Donc au niveau de ça, c'est bien pour ça qu'on appelle ça, que c'est une possession psychique et physique. Il faut savoir que la vraie médiumnité n'a absolument rien à voir avec ce qu'on entend dans les délires spiritualistes. C'est pas je communique qu'avec des anges, c'est pas je communique qu'avec des maîtres ascensionnés ou quoi que ce soit. C'est je dois communiquer avec des défunts qui sont aussi bien en haut qu'en bas. Parce qu'on n'a pas le droit de choisir. Sinon, dans ces cas-là, ça reviendrait à dire eh bien, si je veux aider les personnes, c'est par tri. Il y a des gens, ok, c'est un peu bizarre, je ne les aide pas. Je vais aider plus les gens qui me paraissent bien. Non. L'aide aux défunts, c'est aussi bien en haut qu'en bas. On n'a pas le choix. Bon, il faut savoir que dans les esprits en bas, c'est pas non plus nécessairement le bas astral. Il y a de tout hein, dans l'astral. Mais il faut prendre en considération l'histoire de l'âme, pourquoi elle est en colère. Parce qu'en fait, toutes les âmes malveillantes ont toujours une histoire, ont toujours une souffrance. Et quand on comprend, quand on s'ouvre à cette compassion, eh bien, les attaques se font de plus en plus rares. Mais la médiumnité, elle implique de devoir travailler de manière continuelle et quotidienne sur soi. Pourquoi? Parce que ça fatigue énormément, ça pompe l'énergie comme pas possible, mais surtout, voilà, comme je disais, il peut y avoir des entités qui sont un petit peu malveillantes, un petit peu en colère, et on peut choper pendant les contacts ce qu'on appelle des larves. C'est des petites merdes, on va dire, de l'astral. En gros, ce sont des énergies non conscientes qui nous polluent. Donc voilà, quand on fait des contacts défunts, quand on part en voyage astral, on se chope énormément de merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, on brasse des énergies qu'on attire à nous. Il faut savoir que quand on part notamment dans l'astral, eh bien, il faut savoir une chose sur nous. On n'est pas des âmes pleines. C'est-à-dire qu'on est des anomalies. La façon dont ils nous captent, quand on part de l'autre côté, il y a des zones qu'on n'a pas le droit d'aller, évidemment. Et en fait, c'est même pas qu'on n'a pas le droit d'aller, c'est qu'on n'a pas accès. En gros, c'est comme si on était repoussé. Donc, je pense que c'est une question de vibration. Je pense que, par exemple, dans le bas astral, le haut astral et certains endroits, on n'a pas accès en étant seul. Par exemple, les fois où j'ai été dans plusieurs sphères, c'était à la base, mais j'étais toujours accompagnée d'un défunt ou d'un guide. Il y a des zones non accessibles parce qu'on est vivant et qu'on n'a rien à foutre dans le royaume des morts. Nous, notre rôle dans la médiumnité, c'est quoi? C'est tout simplement d'aider les défunts.
C'est tout simplement, voilà, quand ils meurent, ils sont coupés de leur guide. Hein, pourquoi? Nous, déjà, de notre vivant, on n'écoute pas notre guide spirituel. Alors quand on meurt, c'est sûr qu'on va encore moins l'écouter. Pour ceux qui ne sont pas réceptifs, en tout cas. Il faut savoir que toutes les âmes ne restent pas bloquées sur notre plan de conscience. La plupart, ils parlent d'elles-mêmes. Nous, notre travail, c'est de les aider à se reconnecter à leur guide, à comprendre leur état. C'est un petit peu faire de la psychologie pour les âmes. En fait, on les aide à évoluer, à changer, à ascensionner pour qu'elles puissent partir sur le plan de conscience. Et il faut savoir qu'il faut faire attention à comment on parle aux défunts, parce qu'on ne peut pas forcément dire aux défunts allez dans la lumière, vous allez rencontrer des êtres merveilleux et tout. Ça va dépendre de l'évolution spirituelle de l'âme. Le mieux, c'est de leur dire écoutez, moi c'est ce que je leur dis quand je les aide, il faut aller là où vous devez aller, c'est tout. Je ne leur promets rien. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'ils partent de l'autre côté qu'on ne peut pas recevoir, pas forcément de nature karmique, mais de communication où on va limite se faire taper sur les doigts. Et moi, je trouve que quand on ne sait pas de quoi est formé exactement, parce qu'on ne le sait pas, hein, la spiritualité, ça reste une immense théorie. Hein. Il faut bien garder son discernement et faire attention à ce qu'on entend. Parce qu'on entend énormément de conneries la plupart du temps, donc il faut toujours garder son discernement, garder son bon sens. Et attendez, je vais essayer de faire entrer mon chat. Tu viens, Terreur? Tu viens? Bon, elle n'a pas envie de rentrer. Ça fait 5 minutes qu'il est à la fenêtre pour rentrer, mais Monseigneur n'a pas du tout envie de rentrer. C'est pas grave. Bon, il faut vraiment faire attention au délire spiritualiste. Pourquoi? Il y a beaucoup d'informations qui viennent de l'imaginaire, qui sont fausses, qui ne sont pas du tout logiques. Donc il faut toujours faire attention. Par exemple, il y a toujours, et puis c'est toujours des modes. Hein. Là, par exemple, on a eu la mode des passeurs d'âme où on disait qu'on n'a pas besoin d'être médium et qu'il suffit de visualiser les défunts. Or, l'intuition ne fonctionne pas avec la visualisation. On ne peut pas utiliser l'intuition seulement en visualisant. C'est impossible, c'est le mental. Donc déjà, tout d'abord ça. Ensuite, le passage d'âme, on ne fait pas passer les âmes. Hein. C'est pas j'ouvre une porte, elle passe... Hop, problème résolu, j'ai fait le taf. Ça se passe pas du tout comme ça en réalité. La réalité, c'est qu'on se connecte à l'âme, on l'aide à évoluer, on l'aide à changer, on l'aide à comprendre et elle part d'elle-même. Donc, techniquement parlant, le passage d'âme, c'est un petit peu surfait, on va dire. C'est pas la réalité de ce qui se passe lorsqu'on aide vraiment les défunts à partir. Sans compter qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'imaginaire, qui font un petit peu n'importe quoi et qui vont aussi rentrer dans des modes. Pourquoi? Il y a eu dans ces passages d'âme, il y a eu notamment les modes où on pouvait faire partir les défunts avec des pierres. Il y a eu les modes aussi où, par exemple, on devait utiliser le pendule pour faire partir les âmes. Or, le pendule attire plus de conneries qu'il n'en résout. C'est comme la médiumnité. Tout le monde a voulu devenir par la suite médium pour devenir passeur d'âme pour des mauvaises raisons. Or, on ne devient pas passeur d'âme comme ça, on ne devient pas médium aussi facilement que ça. Tout se travaille et tout se mérite. Ça. Oui, il y a beaucoup de personnes, quand je faisais les soins énergétiques, qui me demandaient, il est énervant ce chat, qui me demandent continuellement, mais ouvrez-moi le 3e œil, je veux devenir médium. Or déjà, pour commencer, le 3e œil, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition. Le chakra coronal, c'est la médiumnité. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas accéder aux deux. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de l'évolution de notre propre âme, on ne peut pas choisir ce qu'on a envie. Hein, on ne peut pas du tout choisir ce que l'on veut faire avec, on ne sait pas. Et les capacités ne s'ouvrent pas sur un claquement de doigts. Donc voilà, il y a beaucoup de formations qui sont faites pour devenir médium avec des sommes qui sont complètement astronomiques, entre 2500, 1000 euros, 4000 euros, j'ai vu jusqu'à 10 000 euros. Non, si vous ne travaillez pas tout d'abord votre réceptivité, si vous ne travaillez pas avec une manière évolutive pour aider votre âme à évoluer, parce que c'est vraiment une question de vibration, la médiumnité. Si vous ne travaillez pas votre intuition, et bien là, vous ne pourrez pas accéder à des plans supérieurs, parce que sans l'intuition, il nous est impossible à nous de communiquer avec l'au-delà. On a besoin de notre intuition, c'est la base même de nos perceptions extrasensorielles, c'est la base même de notre réceptivité, et sans cette intuition, c'est impossible. Et ça ne se fait pas, une nouvelle fois, sur un claquement de doigts. Ça demande beaucoup de travail, ça peut être sous différents aspects, hein. Ça peut être la méditation, ça peut aider énormément, mais attention, parce que
La méditation, ça nous fait monter dans des ondes au niveau de l'âme qui peut faire ouvrir la conscience et donc le mental. Il faut vraiment, vraiment faire attention en méditation de ce qu'on peut percevoir, parce que parfois on a des contacts, parfois on a des informations, mais parfois c'est le mental qui nous renvoie à notre passé. Donc il faut faire vraiment attention de ce côté-là. Par exemple, si on entre en zone θ, parce qu'il faut savoir que l'âme a plusieurs, a plusieurs ondes, hein. Par exemple, de base, quand on est éveillé, on est en zone β. Quand on est en transe, on est en zone delta. Quand on est en méditation, on est entre le θ et le delta. Et la θ, c'est quoi? C'est l'ouverture de la conscience. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à la façon dont on s'y prend. Ça peut être la psychométrie, c'est-à-dire je vais utiliser mon intuition en me servant des cartes, en me servant de moyens divinatoires, et ça vient progressivement. Hein, ça ne vient pas en 2-3 fois. Les soins, ça aide aussi énormément. Les soins énergétiques, notamment, ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va accéder à des plans de conscience supérieurs afin d'obtenir des vibrations qui sont très, très évoluées. Et il faut savoir que quand on fait les soins, on n'est jamais seul. Hein, on ne reste pas tout seul, on est toujours guidé, orienté par des guides ou beaucoup plus fort que ça. Hein, on est aidé, ce qui nous permet aussi de travailler notre réceptivité, parce que pour recevoir les énergies, cela demande déjà une ouverture au magnétisme, cela demande aussi une énergie, une ouverture au monde des énergies, et pour cela, il faut développer l'aspect sensitif de notre aide. Et l'aspect sensitif, c'est quoi? C'est la base de la médiumnité. Pourquoi? Être sensitif, c'est lorsque l'on ressent les défunts, lorsque l'on ressent des anomalies, parce qu'il faut savoir que les défunts n'ont rien à faire sur notre plan de conscience, et c'est pour ça que nous, on a la faculté d'entrer en contact avec ces anomalies pour que cette anomalie n'existe plus, pour qu'elle parte là où elle doit aller. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas, comme je disais, dans un délire spiritualiste ou... non. Faut savoir que là, j'ai entendu des trucs qui m'ont fait rire ces derniers jours. C'est comme la réincarnation. Il faut savoir que la réincarnation n'est pas un fait avéré, même s'il y a eu des expériences, même s'il y a eu des témoignages. De base, ça reste quand même une croyance populaire. Donc il faut vraiment faire attention et garder toujours votre discernement pour ne pas entendre tout et n'importe quoi. Parce que dans ce domaine-là, on entend tout et n'importe quoi. C'est pas forcément évident tout le temps de prendre le prêt et le faux. Moi, je vous dis, dans ces cas-là, fiez-vous à votre expérimentation, fiez-vous à ce que disent uniquement les défunts. Et attention, parce que si vous voulez vraiment rentrer dans la médiumnité, moi, je vous recommande 2 livres qui sont la base. Je vous recommande de lire le livre des esprits d'Alan Kardec, qui est pour moi le livre le plus abouti sur le monde des défunts, qui correspond bien aussi à ce qui se passe, c'est-à-dire les malicieux, les malveillants, pourquoi, le comment ça fonctionne, comment fonctionnent les contacts, les messages des vrais défunts de lumière qui ont donné des vrais messages par rapport à ce qui se passe, ce qu'on ne sait pas, parce que je ne sais pas pourquoi, si dans le livre des esprits ils disent qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas et que des spiritualistes vous le sortent, c'est que c'est des théories, c'est que c'est des idées. Vous savez que toute théorie part d'une idée et certains voient cette théorie comme des réalités. Donc il faut garder vraiment votre discernement et ne pas rentrer dans un système de croyance ou quoi que ce soit parce que vous êtes dans le deuil ou quoi que ce soit. C'est comme là, je sais que dans la mode notamment, là en ce moment, on vous dit n'ayez pas peur de communiquer avec les êtres du purgatoire parce que c'est rempli de lumière, rempli d'amour. Non, j'ai vu à quoi ressemblait le purgatoire parce que j'ai fait une EMI négative. Je connais beaucoup de personnes, des médiums comme moi qui sont capables d'y aller, mais quand on y va de façon différente, ce n'est pas la même chose, on n'a pas vraiment accès. Mais dedans, c'est quoi en fait? C'est tout simplement un endroit où la foi n'existe pas. Pour ceux qui connaissent le Bartotodol, le livre des morts tibétains, il parle de ce purgatoire-là. Dans la Bible, on parle aussi de ce purgatoire-là. C'est tout simplement l'endroit où les âmes vont, les âmes errantes, les âmes qui ne vont pas bien, les âmes qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils sont morts, qui n'ont pas compris leur souffrance et qui revivent encore et encore et encore dans un espèce d'enfer personnel les mêmes choses qui ont conduit à leur présence dans ce lieu.
Donc c'est un lieu qui est quand même rempli de souffrance, de désespoir, de désarroi. Et rentrer en contact avec cette sphère-là, c'est pas un endroit qu'il faut. Et ça serait bien aussi qu'on dise la vérité aux gens. Pourquoi? Quand les défunts meurent, il y a une évolution spirituelle derrière. Il y a des défunts qui peuvent se retrouver dans le bas astral, des défunts qui peuvent se retrouver dans les lumières, d'autres dans le purgatoire ou d'autres dans d'autres plans de conscience parce qu'il y en a une quantité astronomique de l'autre côté. Il y en a aussi qui restent sur notre plan de conscience. Donc arrêtez de dire qu'il est forcément dans la lumière parce que j'ai eu le cas d'une dame qui a pété un plomb, qui a dit oui mais moi je comprends pas, j'étais voir un médium, elle m'a dit voilà mon grand-père est dans la lumière avec des êtres ascensionnés alors que c'était un pédophile. Dans ces cas-là, c'est là que vous dites que le médium il a été maladroit, il a voulu voilà, dire que tous les défunts étaient lumière et amour. Non. Ils sont là où ils doivent aller parce qu'ils n'ont pas forcément évolué pendant leur vivant, c'est pas une honte, c'est pas... On a tous des défunts dans notre famille qui se retrouvent dans des bonnes ou dans des mauvaises sphères ou dans d'autres endroits où on ne peut pas les communiquer. C'est comme ça, on ne peut rien y faire, on peut juste leur envoyer de l'amour pour les aider. Parce qu'il faut savoir que on ne sait pas vraiment pourquoi ni quel but ça a, mais les âmes ont un but évolutif. Il faut savoir que quand on commence, de base, on n'est que des larves qui peu à peu deviennent une conscience, qui par la suite deviennent des sangsues, par la suite voilà, on se développe, mais on commence comme étant rien du tout. Vous observez la spiritualité ou nos ascensions, on commence comme étant rien du tout, on le voit, et plus on change, plus on prend conscience, plus on est dans la pleine conscience, et plus on évolue sur le plan spirituel, et plus on évolue, plus notre âme elle peut monter fort en vibration. Donc on est vraiment dans un côté qui est très évolutif. C'est pour ça que on ne sait pas exactement pourquoi. Tout a un but évolutif. De l'autre côté, c'est aussi un but évolutif. Mais attention, il faut prendre en considération qu'il y a des endroits qu'on peut communiquer, des endroits qu'on ne peut pas communiquer. Même les défunts, quand ils sont bas ou astral, ils ne peuvent pas venir d'eux-mêmes. Ils ont un libre arbitre, mais ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pour ça que par moment, les contacts défunts, c'est très particulier parce qu'on peut avoir un contact, comme on ne peut pas avoir contact, ou ça va prendre plusieurs mois avant d'obtenir ne serait-ce qu'un petit contact. Parce que ça dépend vraiment où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire et s'ils peuvent venir ou pas. Si par exemple, ils n'ont pas envie de venir, ils ne viendront pas. Mais il y a des messages que vous pouvez obtenir à travers les guides. Et ça, il y a beaucoup de personnes, pourquoi je ne sais pas, qui ne veulent pas entendre ce que le guide spirituel a à dire, mais qui vont préférer avoir un contact défunt. Sauf qu'ils vont tomber dans un système assez pervers où ils vont tomber dans l'addiction. Où ils vont en plus tomber sur des... Parce que les vrais médiums, quand on n'a pas contact, on va le dire évidemment. On va dire, écoutez, j'ai un message de guide, si ça peut vous aider. La personne elle va dire, non, moi je veux pas, je veux le défunt, mais s'il vient pas, il peut pas venir, c'est comme ça. Et si vous êtes dans le deuil, si vous êtes dans la souffrance, ils ne viendront pas. Et si des médiums vous donnent des messages, posez-vous la question déjà si c'était des vrais messages. Parce que si il vous dit des informations inexactes et qu'il vous pose des questions au lieu de vous dire les choses, c'est pas un médium. Le médium, il est là pour vous dire les messages, il n'est pas là pour vous poser des questions, ni savoir ce que vous avez mangé au petit déjeuner, quel est votre plat préféré. Si vous avez des oncles et des tantes décédés ou quoi que ce soit, on donne les informations que l'on sait, les informations que l'on peut avoir accès, et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais quelqu'un qui va vous dire je ressens un défunt qui commence par la lettre C, ou quoi que ce soit, après c'est différent. Il y a des médiums qui parfois ils ont ces informations là parce qu'en fait de manière inconsciente, lorsqu'ils vont dormir, ils vont tenir des contacts, mais au réveil, on va par exemple oublier les noms, donc on va voir des bribes, là c'est différent. Mais lorsque c'est de manière consciente, notamment j'ai vu ça dans beaucoup de médiumnités en salle où il n'y avait pas de contact, mais que le médium vous sortait des... Je ressens un défunt C, sa lettre commence par un C, j'ai un C, il s'est suicidé. Quelqu'un dans la salle, voilà, c'est une probabilité, donc ce n'est pas un médium. Il va dire, écoutez, j'ai tel nom ou j'ai telle information, et le nom peut arriver un petit peu. Nous, on demande le nom au premier parce que sinon c'est compliqué. Mais il faut faire attention. Et le problème de YouTube, c'est qu'il y a des vrais, il y a des faux médiums. Dans la médiumnité en salle, il y a des vrais, il y a des faux médiums, il y a des charlatans ou il y a des médiums imaginaires. Parce qu'il faut savoir que je me suis aperçue à ça, parce que voilà, dans l'association que je préside, avec laquelle je travaille avec 2 autres personnes, l'association Perception,
moi je m'occupe des personnes, bon là les filles vont le faire après moi, je m'occupe d'aider les gens à comprendre leurs facultés, à mettre un nom sur la bonne faculté. Parce qu'il faut savoir que sur Internet, tout est relié à la médiumnité, alors qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la médiumnité. Hein, l'empathie, elle peut être certes médiumnique, mais sous certains aspects, sur une certaine évolution. Mais ça demande aussi voilà, plusieurs choses qu'on doit prendre en considération. Par exemple, la clairvoyance, c'est la clairvoyance. La médiumnité, c'est la médiumnité. L'empathie, c'est l'empathie. La psychokinésie, c'est la psychokinésie. Mais tout peut être interconnecté les uns aux autres. Mais c'est des facultés qui sont à prendre à part, qu'il faut évoluer et comprendre à part. Si on met tout dans le même sac, on n'arrivera jamais à évoluer. C'est pour ça qu'on fait ces expériences-là pour aider les gens. Et on s'est aperçu que dans les professionnels qui avaient des retours négatifs, ils ont fait par exemple des formations, moi c'était le cas de reprise, des médiums qui se croyaient vraiment professionnels, hein, qui avaient des visions et tout, et en fait ils se sont aperçus qu'ils n'avaient rien du tout. En fait c'était vraiment l'imaginaire parce qu'ils ont tellement développé l'imagination avec la visualisation qu'ils se sont mis à avoir des hallucinations, ce qu'on appelle la paraphrénie, mais il faut faire attention parce que la paraphrénie peut découler de ce qu'on appelle la schizophrénie ou des cas de psychose. Donc il faut vraiment éviter de chercher à visualiser quoi que ce soit. L'information vient ou elle ne vient pas. On a des moments où on ne capte rien. Il y a des moments où on fait que capter en série, ou il y a des moments où on capte plus ou moins de manière continue. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour éviter que nous, justement, on a une emprise où on ne puisse pas aller vers notre mission de vie. Parce que nous aussi, hein, en tant que médium, on a une mission de vie, et fort heureusement d'ailleurs. Donc on a aussi des choses à faire, on a aussi des choses à travailler, on a aussi des choses à évoluer. Et la médiumnité a tendance à nous créer beaucoup plus de problèmes qu'elle ne résout. Donc c'est pour ça, maintenant, on va faire... j'espère que j'ai donné assez d'explications là-dessus, que j'ai essayé de faire rapide, mais comme d'habitude, je suis une authentique pipelette. On va passer maintenant à la deuxième phase. On va parler des différents types de médiums. Alors, il faut savoir que la médiumnité est un terme, comme Julie l'a dit dans un de ses lives, est un terme générique qui regroupe plusieurs facultés qui ont été depuis divisées dans d'autres facultés dans le domaine de la parapsychologie. Tout d'abord, on va commencer par le médium voyant. Qu'est-ce que le médium voyant? Alors, c'est pas le médium qui fait de la voyance comme j'ai tendance à le voir. Je vois beaucoup de personnes qui notent médium voyant parce qu'ils font de la voyance. Non, le médium voyant, c'est celui qui voit, tout simplement. C'est celui qui a la faculté de voir de manière visuelle, devant lui, un défunt. Pas une hallucination, parce que par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, les hallucinations, c'est autre chose. Et généralement, les hallucinations dans le cadre de la schizophrénie, c'est toujours des démons ou des choses qui sont totalement négatives. Quand ils ont des hallucinations auditives, c'est toujours pour être rabaissé, pour être humilié, pour tuer des gens, pour faire du mal aux gens. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas rentrer dans ce délire-là. Parce qu'on appelle ça un délire. Hein. C'est pas le côté négatif, c'est le nom du trouble, c'est le délire. Délire visuel. Donc c'est la faculté donc de voir le défunt devant lui. Ça peut être entier, ça peut être translucide. Généralement dans le terme translucide, c'est la seconde vue, et on est plus dans le domaine de la clairvoyance. Je vais y revenir à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est le médium qui voit les défunts. Tout simplement, le médium voyant voit les défunts. Ensuite, on a le médium auditif. C'est celui qui va entendre les défunts parler. C'est celui qui va entendre de manière audible des voix. Mais voilà, des vraies voix, c'est-à-dire des contacts. Bonjour, je m'appelle machin, si ou ça. Bon, c'est souvent surprenant hein, parce que c'est pas continuellement. Hein, c'est vraiment quand on se rend dans des lieux ou dans ce genre de choses. Ou parfois quand on est réveillé au milieu de la nuit, qu'on entend quelqu'un nous parler. C'est pas, c'est pas du tout continuel. C'est plus ou moins souvent, mais c'est pas continuel. Ça, comme je l'ai dit, la médiumnité, c'est pas tous les jours. Donc voilà. Donc le médium auditif, il entend. Il peut entendre aussi des murmures, mais il entend. Voilà, il a l'ouïe, il va entendre beaucoup de choses. Il va avoir une ouïe hypersensible. Donc après, on va revenir dans la clairvoyance, on retrouve le côté clairaudient. Je vais expliquer un petit peu la différence. C'est plus ou moins la même chose, c'est juste la faculté n'est pas la même. C'est parce qu'en fait, le livre des médiums, ça date du siècle dernier. Et après, il y a eu la parapsychologie qui ont voulu vraiment comprendre parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des gens qui avaient des aptitudes à entendre de manière
comme ça voir, qui n'avaient pas la faculté de rentrer en contact avec les défunts, ce qui fait qu'ils ont dissocié cette capacité. C'est bien pour ça que je fais la différence maintenant. Voilà, tout à partir du moment où on est en contact avec l'au-delà, c'est la médiumnité. Quand on n'a pas contact avec l'au-delà, mais qu'on a des flashs, des informations qui n'ont rien à voir avec des défunts, c'est la clairvoyance. Voilà, juste pour faire la différence. Ensuite, voilà, j'ai parlé du médium voyant, du médium auditif. Maintenant, on va parler du médium sensitif. Alors, c'est celui qui va avoir la faculté de ressentir des vibrations, celui qui va avoir la facilité de ressentir vraiment les vibrations émises par les défunts comme étant des anomalies. C'est pas forcément le côté j'ai un frisson, parce que le frisson, voilà, ça peut être un phénomène totalement naturel. C'est celui qui va arriver à sentir quelque chose, une présence, qui va avoir la faculté de décrire cette présence sans la voir ou sans l'entendre, mais avec pas forcément une grande exactitude, mais en gros, il va pouvoir décrire à partir de son intuition ce qu'il ressent au travers ses vibrations. Voilà pour le médium sensitif. C'est aussi celui qui a la facilité d'utiliser le fluide magnétique ou ce genre de choses. Hein, les médiums sensitifs, c'est souvent ceux qu'on reconnaît le plus dans les médiums guérisseurs avec les mains ou avec les énergies. Donc voilà. Ensuite, on a le médium somnambule. Là, je parle vraiment des types qu'on retrouve le plus souvent. Bon, la médiumnité somnambulique, c'est un petit peu à côté, même dans le livre dans le livre des médiums d'Alan Kardec, il le met aussi à côté. Pourquoi? C'est de la médiumnité non provoquée. C'est bien pour ça qu'ils l'ont mis à part dedans. Parce que pour eux, c'était de la médiumnité sans que ça en ait vraiment. Pourquoi? Le médium somnambule a la capacité de se mettre en état de transe afin d'obtenir des communications. Ce sont des communications qui, évidemment, n'ont pas accès à la conscience parce que l'état de transe bloque la conscience. On est entre deux mondes. On est entre le monde de la conscience et le monde de l'inconscience. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas accès à la vision, on n'a pas accès à la visualisation, on n'a accès que ce que perçoit notre âme et c'est notre âme qui parle à travers nous. Voilà l'état de transe. En fait, l'état de transe va traduire toutes les informations qu'il va traduire parce qu'il faut savoir qu'on ne peut jamais éteindre totalement la conscience tant qu'on est vivant. Mais comme on est entre les deux, elle va être limitée. Elle ne va pas pouvoir traduire les informations de manière imaginaire, erronée. On va capter des informations de manière brute qui vont complètement rester telles quelles. C'est-à-dire qu'en gros, moi dans mon cas, quand je suis en état de transe par exemple, ce que je capte, c'est un immense tableau noir. Hein, c'est comme pas un tableau noir, c'est tout est noir. Et il y a une espèce de craie que je ne vois pas, qui dessine les choses et qui me donne accès à ces informations. Voilà, quand je suis en état de transe, ça me fait ce genre de choses. Je sais qu'il y en a d'autres, c'est un petit peu de choses, mais généralement, on a tous plus ou moins cette voyance-là, enfin ce côté de voir les choses de manière brute, hein, ou alors en état de transe, quand on va se connecter, on va voir comme des espèces de lumière de toutes les couleurs se tordre, se détordre, parce qu'en fait on monte sur le plan vibratoire pour obtenir des communications. Par contre, quand on descend dans tout le noir, ça veut dire que c'est d'autres vibrations. Et la médiumnité somnambulique, c'est aussi la faculté de sortir de son corps pour obtenir des informations en astral, c'est-à-dire qu'en gros, en astral ou sur notre plan de conscience, c'est se mettre sous la même vibration que les défunts. Voilà pour la médiumnité somnambulique. C'est aussi, malheureusement, il y a un côté très négatif à cette perception-là que j'ai, c'est le côté possession. Pourquoi? Parce que quand on sort de notre corps, on peut avoir des problèmes d'incorporation. C'est très rare, hein. Heureusement, c'est très très rare. En plusieurs années, ça m'est arrivé qu'à 2 ou 3 reprises, je connais des personnes qui ont eu davantage que moi, mais ça peut arriver que des défunts nous incorporent et nous bloquent pour retourner dans notre corps. Ça arrive, je ne sais pas si c'est vraiment, on n'est pas dans le délire de l'exorciste à vomir du sang vert et à hurler des choses blasphématoires. Non, en fait, on se bagarre, hein, tout simplement. C'est une lutte, elle cherche à rentrer en nous. Elle rentre en nous directement, mais sauf qu'elle ne peut pas s'ancrer à nous parce qu'on est vivant. Donc voilà, après je sais que il y a des défunts qui peuvent rester vraiment bloquer et mettre une personne dans un état de semi-conscience, c'est-à-dire que la personne va perdre conscience, revenir à elle, mais attention, il n'y a pas que les démons dans la possession, ça peut être tout un tas d'âmes, ça peut être des âmes évoluées, mais c'est plutôt rare, on est plus dans les âmes errantes, perdues, qui cherchent à s'accrocher à quelque chose ou à reprendre un semblant de vie. Donc voilà, pour la médiumnité somnambulique. Après, il faut savoir que en tout, il y a plus d'une vingtaine de types de médiumnité.
Et voilà. Après, bon, si on rentre dans le côté vraiment ouvert, parce que Alan Kardec, il a mis cette perception-là, mais il y en a évidemment d'autres. Par exemple, il parle de médium mécanique pour ceux qui ont la capacité de faire de l'écriture automatique. Il y a les médiums semi-mécaniques qui, eux, vont avoir de l'écriture intuitive. Enfin, il a vraiment détaillé tout ce que peuvent faire les médiums en séparant la médiumnité phase par phase. Or, bon, on est d'accord que généralement, on peut tous, les médiums, faire ces mêmes choses-là. Voilà pour la médiumnité globale. J'espère que j'ai répondu à tout ce que j'avais en tête par rapport à la médiumnité. Maintenant, je vais expliquer ce que c'est que la clairvoyance, parce que c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure vite fait. Alors, la clairvoyance, c'est quoi? C'est la faculté intuitive d'avoir des informations visuelles. D'avoir la faculté intuitive, ça a toujours un côté clair, c'est-à-dire qu'en gros, l'intuition, c'est brut, le côté clair, c'est de pouvoir éclaircir les informations de l'intuition. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir la faculté d'avoir des flashs. Mais attention, pas de manière continue. On n'a pas tous les jours des flashs. C'est comme la médiumnité, on n'a pas tous les jours des contacts, on n'a pas tous les jours des ressentis. Ça dépend si on est réceptif, ça dépend si ça doit avoir lieu, ça dépend de beaucoup de choses. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y en a, ils ont tous les jours. Oui, mais c'est leur professionnel, ils forcent. Mais attention, parce que quand on force de trop, il y a un moment donné, le corps lâche. Je suis passée par là il y a 2 ans. Quand le corps il lâche. Ou alors on va être parasité à mort, on ne va plus avoir l'ancrage, parce que si on ne travaille pas sur soi, on va perdre l'ancrage, l'enracinement, et on va partir en vrille, on va partir vers un côté imaginaire, on va développer la visualisation parce qu'on va croire que c'est tous les jours, et c'est là où les gens ont souvent des retours négatifs. Pourquoi? Parce que les informations deviennent inexactes, parce qu'ils sont incapables de capter correctement les défunts, ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part dans le délire visuel, on part dans la paraphrénie. Quand on force de trop sur notre inconscient, si on force de trop, on perd la ligne, parce qu'il faut savoir que la médiumnité, c'est une ligne entre la conscience et l'inconscient. Et quand on perd cette ligne, on va totalement vers la conscience pleine. Pourquoi? C'est une question de protection. On ne peut pas toujours capter notre âme, on ne peut pas toujours obtenir des informations de celle-ci, parce qu'à un moment donné, on se perd. On n'est pas censé le faire non plus tout le temps. Et souvent, les personnes, ils perdent cet ancrage, ils perdent vraiment leurs facultés, et c'est comme ça qu'elles se ferment totalement, et que les gens se disent, un matin, ils se réveillent, non plus rien, plus un son, plus une vision, plus de ressenti, parce qu'à un moment donné, ils ont tellement voulu franchir la ligne, que la ligne, elle s'est complètement brisée, et ça va demander du temps pour se reconnecter à ces énergies, à travailler sur soi, parce que ça fait un choc entre les deux. Moi, j'avais trop forcé pour faire plaisir à des gens de me connecter à des sphères supérieures. Pendant un soin énergétique, je suis restée connectée pendant plusieurs heures. Mon corps a lâché, et du jour au lendemain, j'ai eu l'impression de ne plus être réceptive. J'ai eu l'impression que mes facultés avaient disparu, et j'ai cru, voilà, après il y a des personnes malveillantes qui m'ont mis des choses en tête, et enfin une personne malveillante, non, c'est un peu compliqué, mais en gros, j'ai eu l'impression de perdre mes ressentis. Pourquoi? Parce que j'avais franchi cette ligne, et je ne suis pas la seule à l'avoir franchie, et ça demande beaucoup de temps pour se reconnecter à ses sensations, se reconnecter à sa médiumnité. De retenir les contacts, c'est le plus compliqué, parce qu'il faut savoir qu'on pète un câble, mais c'est aussi, et c'est vrai que dans le livre des esprits, ils en parlent, il y a un moment donné, ils nous mettent à l'épreuve, ils voient si on fait notre travail pour de bonnes raisons, et ils vont nous tester, et c'est là qu'on se dit, on est obligé de tester à un moment donné. Donc ça arrive qu'on perde un bon matin nos facultés, soit parce qu'on est testé, ou parce que les esprits n'ont plus envie de communiquer avec nous, ça peut arriver aussi. Mais quand on franchit cette ligne, c'est encore pire, parce que tant qu'on n'a pas associé le corps et l'esprit, on n'a plus de ressenti, parce que quand on se dissocie, et ça peut aller très loin dans la psychologie, enfin dans la psychiatrie, ça peut aller très loin. Donc il faut vraiment ne pas forcer. Vous avez un contact, vous l'avez. Vous ne l'avez pas, ne forcez pas. Ne cherchez pas à visualiser ou à imaginer. Laissez venir l'information de manière brute, mais ne forcez pas. Si ça doit vous prendre 15 ans pour développer vos capacités, prenez le temps qu'il faut, parce que vous allez accéder petit à petit. Vous allez avoir des expériences qui vont être très hilarantes ou très mauvaises. Ça va dépendre de votre évolution, ça va dépendre du travail sur vous. Mais il faut laisser ces expériences-là venir. C'est souvent des synchronicités. La médiumnité, c'est souvent la majorité, surtout quand on se reconnecte à sa médiumnité, ce sont des synchronicités. C'est aussi des tests en fait.
Ils vont par exemple tester notre intuition, ils vont par exemple vous donner des informations erronées et ils vont voir si vous la ressentez de manière erronée. Et ils vont tester en fait parce que ils ont besoin de voir si vous avez ou pas la possibilité vraiment de recontacter l'au-delà, parce que si vous perdez votre discernement, si vous perdez votre intuition, vous vous mettez en danger. Donc c'est pour cela vraiment que cette ligne ne doit pas être franchie. Bon, on va revenir vraiment dans la clairvoyance, le côté clair. Il faut savoir que du coup, cette claire audition, cette claire intuition, elle vient vraiment d'une manière totalement différente. Donc, elle vient, alors c'est pas nécessairement les défunts, ça peut être donc des informations. Donc par exemple, quand on va tirer les cartes, on ne capte pas forcément des défunts. Il y a des personnes qui sont incapables avec les cartes ou la psychométrie de capter des défunts. C'est bien pour ça, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on a fait une dissociation entre la clairvoyance et la médiumnité. Après, il faut savoir que c'est interconnecté. Un médium peut être clairvoyant. Un clairvoyant n'est pas nécessairement médium. C'est une interconnexion entre les capacités. Mais il faut savoir que souvent, voilà, et surtout, la clairvoyance peut aussi se dissocier. C'est-à-dire qu'en gros, un clairvoyant peut avoir la possibilité de lire dans le passé de la personne, ce qu'on appelle la rétrognition, ou elle peut aller vers un ressenti plus ou moins lointain sur le futur, ce qu'on appelle la précognition ou la prémonition. Mais attention, quand on dit futur, attention, parce que les charlatans ont mis dans les croyances populaires qu'on peut aller sur 4000 ans, sur 3 ans, Non, le futur, c'est le futur proche, c'est le futur linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, si la personne suit le même chemin, ça se produira, parce que c'est le futur linéaire. Mais par contre, si la personne prend une information différente, prend une expérience différente, ça sera une information non linéaire. On va dire quelque chose qui ne pourra pas se produire parce que la personne n'écoute pas ou la personne ne veut pas suivre ce chemin et choisir un autre chemin. Donc pour ça qu'il faut faire attention avec la voyance aussi. Elle peut obtenir voilà, donc des informations, la psychométrie, donc c'est vraiment de lire de manière intuitive des objets. Hein, on est vraiment dans le côté lire vraiment... par exemple, on va nous donner une bague, on va lire l'histoire de la bague, ça peut être des dents. Hein. J'ai déjà eu le cas où les gens m'avaient ramené des dents. Donc voilà, c'est de pouvoir lire des objets pour obtenir des informations. Ensuite, on va voir la clairaudience, la clairaudition. C'est attention parce que là, c'est pas nécessairement d'entendre des morts, c'est la possibilité d'entendre de loin. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une ouïe qui va être dissociée, qui va dissocier les bruits entre eux. Il y a des personnes qui ont cette faculté naturelle de dissocier des bruits, mais qui ne sont pas du tout intuitives, voilà, mais qui sont clairaudients. Hein. C'est vraiment la capacité de dissocier l'ouïe. Donc, c'est des personnes qui vont avoir des maux d'oreille, enfin, je ne sais plus le terme. En gros, on va souvent avoir mal aux oreilles, on va avoir mal à la tête continuellement parce que les sons, c'est comme si on nous mettait des billes dans les oreilles. Hein. C'est lourd à supporter, hein. Voilà. On a toujours l'ouïe très très sensible. On va avoir l'impression d'être sourd parfois. Pourquoi ? Parce que la personne en face de nous va nous parler, mais il va tellement y avoir de bruit alentour qu'on va être incapable d'entendre la personne. Par contre, on va parfaitement entendre des conversations qui sont lointaines. On va entendre les gens parler de loin. On va entendre ce qui se passe dehors. On va entendre tout un tas de bruits qui se diffèrent les uns des autres. Mais on va être c'est vraiment un problème de concentration, on ne va pas pouvoir se concentrer. C'est vraiment l'ouïe qui se dissocie. Ensuite, on a la claire olfaction avec l'odeur, on a la claire dégustance, claire dégustance avec le goût. Enfin voilà, chaque sens, parce qu'il faut savoir que c'est sensoriel. C'est pour ça qu'on appelle ça une capacité extrasensorielle. On a tous des sens, le goût, l'ouïe, l'audition, la vue. Mais la capacité extrasensorielle, c'est celle qui utilise un côté plus affûté. Donc voilà, vraiment le côté plus affûté, plus puissant qu'une personne qui a des sens normaux. Mais ça se travaille. Et quand vous développez la clairvoyance, la médiumnité vient par la suite si vous suivez vraiment étape par étape. Parce que si vous essayez de franchir les étapes, là c'est dangereux. Il faut vraiment y aller étape par étape et de rester persévérant parce que ça vient pas d'un claquement de doigts. Ça, j'ai souvent le cas de personnes qui disent « Ouais, ouvrez-moi, faites ci. Est-ce que moi, en faisant ces expériences-là que vous faites, est-ce que je peux devenir médium ?» Non, ça se travaille, la médiumnité, et c'est pas à moi de vous rendre médium, je pourrais jamais le faire. Si vous n'êtes pas destiné à l'être, vous ne le serez tout simplement pas. Pourquoi ? On a chacun une mission de vie. Il
Il faut savoir que la plupart des médiums ont déjà été médiums dans d'autres vies, si on suit la théorie des vies antérieures, ou ont des prédispositions à devenir médiums. Par exemple, dès l'enfance, ils vont déjà entendre, percevoir, sentir d'une manière irrationnelle les choses. Pas nécessairement dans l'imaginaire, parce que voilà, les gamins sont très très imaginaires petits, mais vraiment dans un côté affûté, avoir dire des choses qu'ils ne sont pas censés connaître. Par exemple, on va dire le nom des défunts qu'on ne connaît pas et les gens vont se dire il y a un truc qui va pas. Voilà, les enfants médiums, c'est pas le côté voilà, je vois des démons partout, je vois des fantômes partout, non, c'est le côté je suis capable de donner des informations que je ne dois pas connaître. C'est ça aussi le médium adulte, c'est d'avoir des informations qu'il ne peut pas connaître. Donc voilà. Ensuite, on a l'empathie qui est souvent confondue parce que maintenant j'entends souvent dans les délires spiritualistes l'empathie c'est la médiumnité. Alors non, pas du tout. L'empathie, c'est l'empathie. On est tous empathiques parce que le vrai terme, alors c'est une mauvaise en fait traduction. Aux États-Unis, ils ont utilisé le terme empath, tout simplement parce que empathique n'existe pas. En France, c'est resté empathe. Mais dans le langage française, c'est le bon terme, c'est empathique. On a le mec antipathique ou la fille antipathique qui n'a pas d'émotion, qui déteste les gens, qui est malveillant. Et on a l'empathique, qui lui c'est le contraire. Il est bienveillant, compatissant et ressent les émotions des gens. Donc voilà, pour l'empathie, donc c'est vraiment la faculté de pouvoir ressentir les émotions d'autrui, mais les émotions extérieures aussi. Là, on est vraiment aussi, pour ceux qui arrivent en tout cas, parce que c'est pas tous les empathiques qui savent aller dans un lieu pour ressentir les émotions du lieu. Par moments, ils en sont totalement incapables. Et il y a aussi des personnes qui se croient empathiques, mais qui n'en ont pas du tout et qui sont dans un gros égocentrisme. Parce que les personnes empathiques, on va dire qu'ils ont une petite déconnexion avec la réalité, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas les émotions en réalité. Pour eux, ils ressentent les douleurs, ils ressentent la souffrance et ce genre de choses, et c'est parfois compliqué de dissocier les émotions entre elles. C'est comme un flot d'informations qui remontent de manière étrangère. Donc voilà, ça demande aussi du travail. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, mais moi je comprends pas, je suis empathe et je ne ressens pas les émotions dans un lieu. Tu as été combien de fois? Bah une fois, mais je suis jamais retournée. Bah oui, mais il faut y aller plusieurs fois. C'est comme pour ceux qui veulent devenir médium, c'est pas en une fois que ça va venir. Ça peut prendre des mois, des années avant que ça vienne. Il faut juste être persévérant, mais rester dans le principe qu'il faut toujours développer ses facultés avec de bonnes raisons et pas des mauvaises raisons. Parce que si vous partez dans le principe de je veux devenir médium parce que je veux parler avec mes défunts, sachez une chose, vous ne parlerez pas avec vos défunts. Tout simplement parce qu'ils ont une vie de l'autre côté. Nous, on peut avoir certains contacts, mais pas tous les jours, c'est plutôt rare. C'est peut-être une fois par trimestre, une fois par semestre, ou même pas une fois par an. On va avoir par contre au travers nos guides, on va leur demander des nouvelles, on va avoir des nouvelles. Ils vont avoir des messages mais ils ne peuvent pas venir. Nos guides vont nous transmettre ces messages, mais on n'aura pas tous les jours des contacts avec nos défunts. Et si en plus on n'a pas fait le deuil, ben c'est encore pire, ça veut dire qu'on n'aura pas du tout de contact. Donc voilà. Faites les choses pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons. Parce que pour conclure, je pense que dans ce monde, on vit déjà avec des mauvaises raisons. Tout est fait de mauvaises raisons, il n'y a jamais de chose qui est fait pour des bonnes raisons. Bon, après, les gens, ils prennent des décisions en pensant que c'est des bonnes raisons, et les gens vous dissuadent en disant non, c'est des mauvaises raisons. Non. Ce qui estime être une bonne raison pour nous est une bonne raison, mais quelque chose qui a une consonance négative et égoïste n'est pas une bonne raison. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à tout en ce qui concerne la médiumnité, et je vous souhaite une agréable journée.